Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Comment parler de Big Foreman, Georges Foreman, sans parler de Mohamed Ali? C'est impossible. Donc on était obligé de faire une vidéo sur le parcours de vie de Mohamed Ali. Comment est-il devenu Mohamed Ali? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau concept Histoire vraie. Je suis ravie, vous savez, tous les jeudis, il y a une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier déjà le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association Azriel ainsi qu'aux abonnés. Merci à vous. Comment vous remercier pour la précédente vidéo sur l'hommage de Georges Foreman. Donc voilà, paix à son âme. Merci beaucoup pour vos vues, vos partages, vos abonnements. Merci à vous. Ça nous fait plaisir quand vous vous abonnez, le goût de ça. Vous savez pas le goût que ça fait quand vous vous abonnez. Eh non! Bon, sans plus tarder, on va pas s'attarder dessus. Vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc, on va commencer déjà par le premier. Donc, voilà, Azriel Car. Si vous souhaitez louer une voiture, regardez cette pub. Elle est pour vous. Et on se retrouve après la pub. Donc, voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, le premier service Azriel Car. Donc si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième service, c'est Azriel Fret, livraison. Si tu veux envoyer tes colis au Congo-Kinshasa, ta famille, tes proches, tes amis, regarde cette pub, elle est pour toi. Et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, Colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, dans Colina Bango, dans Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint
Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service. Le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Regarde cette vidéo parce que c'est secret. On se retrouve après la pub. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iode. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service Azriel Queen Secret. Si vous êtes intéressé par nos 3 secteurs, par nos 3 services, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos réseaux sociaux, vous avez tout en fait. Je vais tout vous mettre en barre de la vidéo pour nous contacter, donc n'hésitez surtout pas. Sans plus tarder, on va commencer notre histoire vraie. Préparez vos popcorn, préparez votre boisson, votre café, votre thé, votre coca, voilà, préparez-vous parce qu'on va commencer l'histoire vraie. On va parler de Mohamed Ali. Comment est-il devenu une légende? Comment est-il devenu Mohamed Ali? Parce que j'ai fait des recherches. Moi, je pensais vraiment qu'il s'appelait Mohamed Ali. Mais en fait, il ne s'appelait pas comme ça. Il ne s'appelait pas Mohamed Ali. Donc, on va savoir comment et pourquoi il a changé de nom. Et puis voilà, on va regarder son parcours de vie. C'est parti. Mohamed Ali, né le 17 janvier 1942 à Louisville dans le Kentucky, appelé Cassius Clay jusqu'en 1964 et mort le 3 juin 2016 à Scottsdale en Arizona, est un boxeur américain évoluant en catégorie poids lourd, considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps, surnommé le Great Test, et comme une icône culturelle à la fois adulée et vilipendée. L'arrière-grand-père de Mohamed Ali était irlandais, Abraham A.B. Grady. Il vivait dans la ville d'Ennis jusqu'à ce qu'il émigre aux États-Unis en 1860. Sur place, il épousa une ancienne esclave noire, Susie Walker. De leur union naquit le grand-père de Mohamed Ali, John Lewis Grady, qui à son tour eut Odessa Lee Grady Clay, la mère du boxeur. Cassius Marcellus Clay, né le 17 janvier 1942 à Louisville dans le Kentucky, d'Odessa Lee Clay et de Cassius Marcellus Clay. Il grandit dans un quartier noir de Louisville. Sa mère travaille comme femme de ménage et comme cuisinière des familles blanches aisées et son père vend des gravures religieuses et commerciales. Sans être riches, les Clay peuvent donner une éducation correcte à leurs enfants. Alors qu'il est âgé de 12 ans, en 1954, le jeune Cassius Clay est victime d'un vol de bicyclette. Énervé, il rencontre un policier, Joey Martin, à qui il fait part de son intention d'infliger une correction au voleur. Le policier lui dit qu'il ferait mieux de commencer par apprendre à boxer. Le jour suivant, Cassius suit son conseil et commence à prendre des cours de boxe sous la houlette de Martin. Quelques semaines plus tard, il dispute son premier combat et remporte sa première victoire. Ali mettra au crédit de Martin de lui avoir appris à voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Durant son enfance, il fréquente l'église baptiste du Mont-Sion. Il se fait baptiser à 12 ans.
Vainqueur en amateur des National Golden Gloves dans la catégorie mi-lourd en 1959, puis en poids lourd l'année suivante, il remporte la médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome. Il passe alors professionnel sous la tutelle d'Angelo Dudei et se fait rapidement connaître pour son style peu orthodoxe, ses résultats spectaculaires et son autopromotion incessante. Il se fait connaître sur le surnom de Louisville Lip, la lèvre de Louisville, en composant des poèmes prédisant à quelle reprise il mettrait son adversaire KO. Il n'hésitait pas à chanter ses propres louanges avec des phrases telles que « Je suis le plus grand » ou « Je suis jeune, je suis mignon et je suis totalement imbattable ». Il conservera pendant toute sa carrière ce verbe « haut » qui est une de ses plus grandes caractéristiques. À Louisville, le 29 octobre 1960, il gagne au point son premier combat professionnel contre Tunney Hunsaker. Clay part ensuite pour la Floride avec son entraîneur Angelo Dudei. Le jeune médaillé d'or de 19 ans remporte quelques victoires et va même jusqu'à réaliser une exhibition contre l'ex-champion du monde Ingemar Johansson qui prépare son troisième combat contre Floyd Patterson. Cassius repart ensuite dans son fief de Louisville et continue à vaincre tous ses adversaires. En 1962, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans, sa notoriété commence à se répandre à travers l'Amérique. Cassius Clay boxe pour la première fois dans les villes de New York et Los Angeles. Le 15 novembre, il remporte un succès tonitruant contre Archie Moore en 4 rounds. Clay avait prédit avant le combat qu'il stopperait son adversaire à la 4e reprise. L'année 1963 lui ouvre la voie jusqu'au titre de champion du monde. Il gagne au point avec difficulté contre Doug Jones dans ce qui va devenir le combat de l'année et fait à nouveau parler de lui en obligeant l'arbitre à arrêter son combat contre Henry Cooper pour blessure au 5e round. Cooper qui avait néanmoins au round précédent envoyé Clay à terre. Nommé boxeur de l'année 1963, Clay devient naturellement l'outsider du champion du monde Sonny Liston. Malgré 19 victoires dont 15 par KO et aucune défaite, le boxeur de Louisville n'est pas considéré comme un adversaire capable de vaincre Liston, jugé alors comme invincible. Entre les deux matchs, il devient également célèbre pour des raisons dépassant le domaine sportif. Il rejoint l'organisation Nation of Islam et change son nom en Cassius X, la lettre X faisant référence au rejet de son nom d'esclave en l'absence de son véritable nom d'origine africaine. Pratique courante au sein de cette organisation. Malcolm X fut le seul musulman à le soutenir avant son premier combat contre Liston. Malcolm X a d'ailleurs assisté au premier combat, puis il reçoit le nom de Muhammad Ali de la part de Elijah Muhammad, chef du mouvement. Une lutte de pouvoir s'engage autour d'Ali entre Elijah et Malcolm X. Finalement, Ali tourne le dos publiquement à Malcolm lors d'un voyage au Nigeria en 1964 et est managé par Heber Mohamed, le propre fils d'Elijah. La notoriété du boxeur profitera à la Nation of Islam. Ali se rend en Égypte en 1964 et est accueilli par son président Gamal Abdel Nasser comme l'ambassadeur de la communauté noire des États-Unis. Ce n'est qu'après l'assassinat de Malcolm X en 1965 qu'il regrettera son geste. Ali quitte la nation de l'islam pour se convertir à l'islam sunnite en 1975. Du 25 février 1964 au 20 juin 1967, Ali domine incontestablement la catégorie des lourds comme Joe Louis et Rocky Marciano avant lui.
Après sa seconde victoire contre Liston, il fait une dizaine d'exhibitions à travers le monde en compagnie de ses 2 sparring partners. La fédération WBA, qui n'apprécie pas les positions politiques d'Ali et prend prétexte de l'inégalité de son combat, revanche contre Liston pour lui retirer sa ceinture sans son accord et sacrer Ernie Taylor champion du monde. Le titre est pour la première fois divisé. Ali reste cependant le champion incontesté et conserve sa ceinture WBC. Il récupère le titre WBA le 6 février 1967 dans un combat de réunification à Houston contre Ernie Terrell. Ali regagne aisément son titre mais ne parvient pas à briser Terrell qui, la garde haute, tiendra jusqu'au bout des 15 rounds. Le 6 mars, Ali met ensuite KO Zora Folley, un puncher jugé dangereux pour le champion. Un nouveau promoteur de boxe organise la rencontre entre les 2 adversaires dans l'actuel stade Tata Raphaël, baptisé Stade du 20 mai à l'époque, à Kinshasa, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Don King, qui s'imposera ensuite comme le plus important promoteur de boxe de la fin du XXe siècle, offre aux champions et aux challengers 5 millions de dollars américains chacun, une somme record à l'époque qu'il a obtenue auprès du dictateur Mobutu Sese Seko qui souhaite par ce combat faire la promotion de son pays. La presse donne peu de chance à Ali de venir à bout de Foreman qui, de façon expéditive et brutale, a gagné contre Frazier et Norton, les 2 seuls hommes à avoir vaincu Ali, et si celui-ci a pris sa revanche, il ne l'a pas fait par KO. Étudiant avec soin le style de Foreman, il trouve son point faible, le manque d'endurance. Le champion ayant gagné l'essentiel de ses combats dans les premiers rounds, Ali comprend qu'il lui faut tenir et faire durer l'affrontement. Ali parcourt la capitale et le bord du fleuve Congo en courant pour renforcer son endurance sous les acclamations du public qui scande « Ali, Bomaye, Ali, tue-le », alors que Foreman se contente de s'entraîner en frappant au sac et en martyrisant ses sparring partners. Ali s'entraîne à encaisser des coups violents avec son ami Larry Holmes, qui par la suite deviendra champion, et lance une opération de désinformation envers Foreman en faisant croire à tout le monde qu'il allait vaincre par sa vitesse et sa mobilité. Ali devient rapidement le favori de la foule de Kinshasa pour son action envers la cause des Noirs, ce qui vexera Foreman. Surnommé le Rumble in the Jungle, le combat a eu lieu le 30 octobre 1974. Ali, dont le meilleur coup est le jab et dont le principal atout est la mobilité, reste la majeure partie du combat dans les cordes et surprend Foreman en lui envoyant dans les premiers rounds plus de directs du droit que du gauche. La garde haute, encaissant avec douleur les coups violents du champion et rebondissant contre les cordes, Ali résiste, riposte par de nombreux enchaînements qui épuisent et marquent Foreman. Obligé à combattre plus de 5 rounds. Le visage enflé par les coups d'Ali, il tombe au 8e round après avoir encaissé une énième série de coups. Compté KO, il se relève une seconde trop tard. Ali reprend ainsi son titre 10 ans après son premier combat contre Liston. Ali a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 1984 à l'âge de seulement 42 ans. Par la suite, ses fonctions motrices commencèrent à décliner lentement. Sa conversion officielle à l'islam sunnite et sa prise de distance avec l'historique Nation of Islam expliquent en partie son retour en grâce aux États-Unis, où il fut accueilli à la Maison-Blanche par Gerald Ford et médaillé par George Bush. En 2002, il obtient son étoile sur Hollywood Boulevard. Alors que les étoiles des stars sont traditionnellement sur le sol du Walk of Fame, la sienne est la seule à être incrustée dans un mur de Kodak Theater au 6801 où se déroule la cérémonie des Oscars du cinéma. Après avoir été hospitalisé à 2 reprises pour une pneumonie, Ali est hospitalisé le 2 juin 2016 pour des problèmes respiratoires.
dans la banlieue de Phoenix. Il meurt dans cette clinique le lendemain dans la soirée à l'âge de 74 ans après avoir lutté pendant 32 ans contre la maladie de Parkinson. Ses obsèques ont lieu les 9 juin 2016 et 10 juin 2016 au Cave Hill Cemetery à Louisville dans le Kentucky. Son cortège funéraire a parcouru les rues de la ville avant l'inhumation dans l'intimité familiale. J'espère que vous avez kiffé la vidéo sur Mohamed Ali. J'espère que vous avez kiffé son histoire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, si vous voulez qu'on parle d'une histoire vraie, d'une personne connue, emblématique, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Voilà, nous, on va vous lire et on va faire des recherches et en parler. Donc n'hésitez pas, balancez-nous des noms, balancez-nous des personnages, balancez-nous des histoires, voilà, balancez-nous tout ça et nous on fera le tri et on pourra en parler. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, on va vous laisser aujourd'hui. Donc c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Voilà, et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.